Bienvenue, cher explorateur et chère exploratrice de la psyché, ou en passe de le devenir. Alors aujourd'hui, je te propose de partir en quête d'un masque que l'on porte souvent sans s'en rendre compte, le stéréotype. Et si ce que tu prenais pour ta personnalité n'était qu'un rôle, et si ta vraie puissance ne demandait qu'à émerger, une fois ce rôle déposé. Il y a des jours où vous donnez tout, votre agenda est rempli, vos tâches sont accomplies, votre posture est irréprochable, et pourtant quelque chose résiste. Un blocage sourd, diffus, une sensation d'étrangeté, comme si vous étiez présente, mais en même temps sans être vraiment là. Comme si votre énergie passait par un filtre, un écran invisible, mais assez pesant. Ce filtre, ce n'est pas un manque de compétences, ni un déficit de volonté, c'est le rôle que vous croyez devoir jouer, celui qui vous colle à la peau, parfois depuis des années, et que vous avez confondu avec vous-même. Dans notre univers professionnel, et même parfois en privé, mais ici je reste dans le domaine professionnel, nous ne sommes pas toujours qui nous sommes. Nous sommes souvent ce que l'on attend de nous, et cela commence tôt. La femme facilitante, rassurante, à l'écoute, qui prend sur elle pour maintenir l'harmonie, l'homme maîtrisé, rationnel, compétent, qui incarne la stabilité, quitte à faire taire toute vulnérabilité, le manager inflexible, qui doit garder le cap, tenir les délais, porter la vision, même si l'humain vacille autour, les collaborateurs-collaboratrices conciliantes qui arrondissent les angles, absorbent les tensions, font tampon entre les exigences et son propre épuisement, ou encore l'expert infaillible, celui ou celle qu'on consulte quand tout va mal et qui n'a pas le droit au doute ni au ralentissement. Ces rôles ne sont pas des postures, elles sont devenues des personas, au sens jungien du terme, c'est-à-dire des masques sociaux. Et comme Carl Jung le rappelait, la persona est nécessaire pour vivre en société. Elle nous permet de fonctionner, d'interagir, de tenir un cadre. Mais Jung nous a avertis, le danger c'est qu'on finisse par croire que ce masque est notre véritable visage. Et c'est à ce moment-là que tout bascule, parce que boum, le faux self arrive, il s'installe. Pas juste un rôle social, pas juste une stratégie temporaire pour s'intégrer, mais une version de soi fabriquée, bien huilée, bien rodée, mais on finit par y croire. Le faux self, à la base, c'est un mécanisme, décrit notamment par Winnicott, c'est un système d'adaptation qui nous pousse à répondre aux attentes plutôt qu'à notre élan intérieur. Au départ, il nous protège, il permet de survivre dans un environnement où nos vrais besoins n'ont pas spécifiquement leur place, notamment professionnellement. Mais à long terme, il nous coupe de nous-mêmes, il nous rend performants mais absents à notre propre vie. On peut rentrer dans une forme de désidentification profonde, on fonctionne, on accomplit, on tient le cap, mais on ne sait plus qui parle à l'intérieur de nous, qui agit et qui choisit. Quelque chose est en train de se dissoudre, et le lien au soi vivant, symbolique, authentique, s'est complètement distendu. Certains parlent de faux self et d'autres de désincarnation, voire de vide existentiel. On sent surtout qu'on n'est plus chez soi, en soi. On perd le fil, on ne sait plus ce qu'on aime, si nos choix sont sincères ou simplement ajustés, on doute même de nos émotions, et ça c'est le vertige, ne plus savoir qui l'on est en dehors du rôle. Quand le masque colle à la peau, quand le rôle prend plus de place que l'âme, que le moi, que notre présence, on joue sa vie plutôt que d'y habiter. Alors l'énergie s'assèche, la vitalité décroît et la créativité s'éteint. Et ce n'est pas un hasard si l'on parle de jouer un rôle. On y met de l'effort, du contrôle, de l'attention, mais rarement de la présence authentique. Tu commences à me connaître maintenant, ma question serait la suivante. Et si vos performances actuelles étaient limitées non pas par vos compétences, mais par le rôle que vous croyez devoir jouer? C'est toujours à partir d'un questionnement que le travail commence. Non pas en surface, mais en profondeur. Non pas en apprenant un nouveau rôle, mais en dévoilant ce qui est, en soi, et ce qui attend d'être reconnu. C'est ce que permet le travail en analyse, l'accompagnement, aller à la rencontre des archétypes qui nous habitent, parfois silencieusement, car nous portons tous en nous une constellation de forces symboliques, mais chacun les exprime à sa manière. Chez quelqu'un, l'archétype du guerrier sera frontal, conquérant et moteur, chez quelqu'un d'autre, il sera protecteur, calme et déterminé, et chez un troisième encore, il pourra surgir dans le soin, la résistance discrète, ou encore la fidélité à une cause. Un archétype ne dicte jamais une forme unique, il propose une énergie, une tonalité intérieure, une coloration, que l'individu va incarner à sa manière, selon son histoire, son corps et son vécu, et parfois même son destin.
Mais à l'inverse, le stéréotype, c'est là où je veux en venir, impose une forme, une case, une norme. Le stéréotype, c'est le moule figé qu'on nous a imposé de l'extérieur, qu'on nous impose de l'extérieur, une image sociale qu'on intègre parfois sans même s'en rendre compte, et qui finit par nous enfermer dans des formules toutes faites. Vous les connaissez certainement, hein. Je vais vous donner quelques exemples. Une femme doit être douce, compréhensive, maternelle. Une femme qui s'impose est forcément agressive. Un homme doit être fort, sûr de lui, protecteur. Un homme ne pleure pas. Une femme ne peut pas diriger sans se viriliser. Un homme sensible est un faible. Un vrai pro ne doute jamais. Une assistante doit être discrète et toujours disponible. Un manager doit tout contrôler. Les créatifs sont bordéliques. Les ingénieurs sont froids et logiques. Si tu ralentis, tu es paresseux. Il faut en faire plus que les autres pour mériter sa place. La réussite se mesure à ton chiffre d'affaires. On n'a rien sans rien. Il faut souffrir pour réussir. Il faut souffrir pour être belle. Les Français sont arrogants. Bon, celui-là, on peut le laisser en suspens. Les jeunes ne veulent pas travailler. Les vieux ne comprennent jamais rien. Un bon professionnel ne montre pas ses émotions. Une personne discrète et inintéressante. Et quelqu'un qui parle doucement n'est pas crédible. Vous voyez ce que je veux dire ? Je suis sûre que vous en avez d'autres en tête. Peut-être même des phrases que vous vous répétez à vous-même, hein, sans vous en rendre compte, ou même des phrases qu'on vous a dictées lorsque vous étiez plus jeune, voire même enfant. Mais pour bien comprendre la différence entre stéréotype et archétype, revenons juste un instant à ce que nous avons évoqué au début, la persona. La persona chez Jung, c'est ce masque social que l'on porte pour s'adapter au monde. Le stéréotype, c'est ce masque quand il se fige, quand il devient un moule extérieur auquel on croit devoir correspondre, ou alors auquel on a cru devoir correspondre. Et alors on ne le choisit plus, on le subit. C'est ce que j'appelais plutôt jouer un rôle. Mais l'archétype, lui, ne vient pas de l'extérieur. Il ne s'impose pas comme un stéréotype ou comme un code social. L'archétype est un potentiel vivant et autonome. Il vous habite même si vous ne l'avez pas encore rencontré, même si vous ne le connaissez pas. Il agit parfois à votre insu, dans vos attirances, vos peurs, vos élans, vos blocages, vos missions. Il vous traverse, il vous appelle et parfois il vous atteint. L'archétype n'est pas une image à imiter, ce n'est pas une image extérieure que l'on ajoute à soi, c'est une rencontre intérieure, c'est vraiment quelque chose à vivre. Il y a un noyau vivant, un principe autonome, une force intérieure qui peut s'animer dans l'existence. Et chacun, chacune, l'exprimera, le traversera à sa manière. L'archétype ne nous dit pas « deviens ceci ou cela », au contraire, il murmure « je suis là, en toi ». Lorsqu'il se manifeste, il ne dit pas simplement « tu portes en toi une reine, un roi », il dit « tu es reine, tu es roi, tu es guerrier, tu es guerrière, tu es rebelle, tu es protecteur, tu es protectrice, tu es artiste, tu es créateur, tu es créatrice ». Mais attention, ce fameux « tu es » ne signifie pas que tu es réduit à cet archétype, il signifie qu'en ce moment, il t'habite, il se vit à travers toi, et qu'il a peut-être quelque chose à te faire traverser, comprendre, révéler. Ce que tu croyais ou pensais chercher dehors, le courage, l'amour, la légitimité, la clarté, n'est peut-être pas à conquérir, mais juste à reconnaître en toi et à laisser émerger. L'archétype ne te demande pas de l'imiter, il te demande d'entrer en relation avec lui. Et ces figures comme la reine, le roi, le rebelle, le guerrier, le sage, le protecteur, le visionnaire, l'enfant divin, je les explorerai en profondeur dans d'autres épisodes de ce podcast. Chacun d'eux propose une plongée dans la manière dont les archétypes se vivent, s'éprouvent et s'incarnent. Dans la vie intime, professionnelle, relationnelle, loin des clichés, des masques ou des obligations. Si ces thématiques vous parlent, je vous invite à écouter ces podcasts pour prolonger ce chemin intérieur. Car pour en revenir à notre situation de départ, le stéréotype réduit, fige, exige. L'archétype révèle, réveille et relie. Et quand on cesse de fonctionner depuis une façade, depuis une persona, depuis les masques, quand on commence à vivre en dialogue avec ces archétypes, alors on ne joue plus un rôle, mais on devient. On pourrait croire que le monde professionnel, avec ses organigrammes et ses intitulés de poste, est un lieu objectif, neutre, rationnel. Mais la vérité, c'est qu'il est truffé de rôles implicites, de codes tacites et de stéréotypes intériorisés. Et souvent, ces rôles ne sont pas distribués en fonction de qui nous sommes, mais en fonction de ce que l'on projette sur nous, et de ce que nous croyons devoir incarner pour tenir. Pourquoi tant de femmes, parfois inconsciemment,
prennent le rôle de la mère dans une équipe. Celle qui rassure, qui soutient, qui compense, qui anticipe les tensions, ou pour faire moins maternel, celui de la conciliante, qui fluidifie, qui temporise, qui évite le conflit à tout prix, même au prix d'elle-même. Est-ce que c'est l'essence profonde de ces femmes? Pas forcément, en tout cas il me semble pas. Mais ce sont des rôles valorisés dans une culture qui attend de la femme qu'elle prenne soin, même au travail. Les hommes ne sont pas en reste. Pourquoi tant d'hommes de leur côté surjouent le contrôle, la compétence technique, la maîtrise émotionnelle? Pourquoi celui qui doute, qui ressent, qui ralentit, est-il souvent perçu comme faible ou instable? Dans une logique de performance, l'homme est encore souvent réduit à un rôle de roc rationnel. Ce rôle peut rassurer, il peut même mener au succès, mais à quel prix intérieur? Dans le monde de l'entreprise, certains archétypes sont reconnus, valorisés, récompensés. Le stratège, il a la vision, la logique, la performance. Le leader, l'assurance, le charisme, la prise de décision. L'exécutant, c'est-à-dire l'efficacité, la loyauté, l'obéissance. Mais d'autres, tout aussi puissants, sont souvent écartés, minimisés et mal compris. L'artiste, le créatif, l'intuition, la sensibilité, l'esthétisme, l'intuitif, le ressenti, la perception fine, la temporalité différente, encore le visionnaire, pensée non conventionnelle, une créativité radicale, un regard à long terme. Et pourtant, ce sont souvent ces archétypes oubliés qui portent les plus grandes transformations. Mais par contre, ils ne rentrent pas dans les cases, voire même ils dérangent, ou bien ils se taisent, ils sont étouffés, et finissent par se faner dans le silence. Ici, l'objectif serait peut-être de reconnaître le personnage professionnel qu'on joue lorsque nous sommes au travail. Peut-être jouer la mère épuisée ou le pilier inébranlable, peut-être incarnez-vous encore le collaborateur modèle, l'invisible rassurant ou l'expert infaillible. Mais posons-nous la question, ou posez-vous la question si vous le souhaitez, à quel moment ce rôle a-t-il cessé d'être un choix pour devenir un réflexe? Et que vous coûte ce rôle? Est-ce qu'il vous coûte votre santé, votre créativité ou votre alignement profond? Car à force de performer depuis un personnage, depuis un rôle dans un grand théâtre, on oublie l'être vivant, riche, complexe, mouvant, qui demande juste à reprendre sa place. Et quand on pousse trop loin ce personnage, quand on continue à performer depuis un rôle plutôt que depuis un soi habité, alors inévitablement, le masque craque. Au début, on ne voit rien, on tient, on s'adapte, on gère, mais à l'intérieur, il y a quelque chose qui craque, qui se dessèche. Le corps fatigue, l'esprit se désengage, le sens s'effiloche. Pourquoi? Parce qu'on avance, mais dans une direction qui n'est plus la nôtre. La performance devient alors plus une mécanique vide, on court, on accomplit, on produit, mais sans axe, sans verticalité et sans feu intérieur. Jung disait également, ce qui ne vient pas à la conscience revient sous forme de destin, et c'est souvent à ce moment-là que surgit ce qu'on appelle parfois à tort un burn-out. Mais est-ce uniquement de l'épuisement professionnel, ou bien le signal d'un archétype ignoré qui frappe à la porte depuis bien longtemps? Un rebelle réprimé qu'on a étouffé sous des couches de conformité, un créateur oublié qu'on a sacrifié sur l'autel de la productivité. Performer sans conscience de soi, c'est courir vite, mais dans la mauvaise direction. Alors comment fait-on pour sortir du mode de fonctionnement, pour arrêter de jouer un rôle sans pour autant tout lâcher, tout quitter et tout brûler? Il ne s'agit pas de tout claquer d'un coup, ni de fuir le monde professionnel, ni de rejeter toute forme de structure ou d'engagement. Il s'agit de retrouver son axe, c'est-à-dire agir depuis l'intérieur, un intérieur juste, stable et habité, un lieu où l'action naît du sens et non de la pression, et où la performance devient une expression de soi et non une négation de soi. Et pour cela, les archétypes sont des alliés puissants, non pas comme des modèles à imiter, mais bien comme des forces vivantes à l'intérieur de nous, que l'on peut conscientiser, accueillir, intégrer. Ce que je vous propose ici maintenant, c'est de rencontrer quelques-uns de ces archétypes, non pas comme des concepts, mais bien comme des ressources intérieures, des présences symboliques qui réalignent votre manière d'agir en libérant une forme de performance éthique durable et incarnée. Un que j'aime particulièrement, alors je vais commencer avec lui, le guerrier intégré. Il ne s'agite pas, il ne s'épuise pas dans la dispersion, il canalise son énergie. Il sait ce qu'il défend et ce qu'il n'aura pas besoin de combattre. Ce n'est pas un soldat qui obéit, c'est un être debout, lucide, concentré, aligné avec sa cause intérieure. Quand le guerrier agit, l'énergie circule.
pas besoin de forcer, la clarté fait le tri. Autre exemple, la reine consciente, elle ne cherche pas à prouver, elle n'est pas en croisade pour sa légitimité, elle occupe l'espace, non pas par domination, mais par sa présence. Sa puissance ne vient pas de ce qu'elle dit, mais de ce qu'elle incarne depuis sa posture. Elle agit depuis un trône intérieur, non pour régner sur les autres, mais pour guider avec justesse en tenant l'équilibre entre vision, soin et autorité. Un autre archétype que j'aime également particulièrement, le créateur, je vais même dire le créateur éveillé. Il ne crée pas pour briller, mais parce que quelque chose en lui déborde, et il y a une forme qui cherche à naître. Le créateur n'invente pas, il capte, il façonne, et il révèle. Il tend l'oreille au mystère, à l'intuition, et il met ses mains au service de l'invisible. Quand le créateur est honoré, la vie devient un vrai atelier. Ce n'est pas un rôle, c'est un feu intérieur, une nécessité d'exprimer l'indicible, de tisser du sens et parfois de réparer le monde par la beauté. Le sage également est un archétype assez incontournable. Il ralentit, il écoute, il contemple, il ne cherche pas à faire plus, mais à faire vrai. Il ne mène pas la course, mais il redonne du sens à la direction. Et souvent c'est lui qui évite les égarements collectifs. Le sage ne veut pas briller non plus, il veut comprendre, transmettre, transformer. Dans une entreprise, il est parfois invisible, mais quand il est manquant, on le sent cruellement. Et quand ces archétypes sont vivants, même à l'arrière-plan, on n'a pas besoin de tenir, ils agissent depuis un centre. Et c'est là que naît la vraie performance, celle qui n'épuise pas, celle qui n'écrase pas, qui ne trahit pas l'âme, c'est-à-dire votre sens profond. Les archétypes ne sont pas seulement des figures inspirantes, ce sont de vrais outils de lucidité, des repères intérieurs puissants pour naviguer dans les grandes transitions de la vie professionnelle et de la vie tout court. Ils peuvent éclairer ce qui vous anime, ce qui vous freine, ce qui en vous attend d'être reconnu ou réintégré. Beaucoup de personnes viennent en coaching avec une sensation floue. Je me reconnais pas dans ce que je fais, ou alors je sais pas ce que je vaux vraiment. En réalité, ce flou, c'est souvent un archétype qui est refoulé, qui appelle un artiste nié dans un parcours trop normé, un explorateur enfermé dans un cadre rigide, un guérisseur épuisé d'avoir tout donné sans jamais recevoir, ou qui a pas mis ses limites, et un créateur qui étouffe à force d'exécuter ce qu'on attend de lui. Nommer l'archétype blessé, étouffé, réprimé ou oublié permet de reconnecter le fil, de retrouver le sens, l'élan et l'alignement. On retrouve vraiment une boussole qui indique le nord, une force de recentrage, et pas pour fuir le réel, mais pour revenir avec justesse. En management, par exemple, comprendre les archétypes de ses collaborateurs est assez intéressant. Manager, c'est pas seulement déléguer ou structurer, c'est accompagner des êtres humains dans leur dynamique profonde. Un bon manager, c'est quelqu'un aussi qui sait reconnaître, par exemple, le sage discret derrière celui qui parle peu, ou encore le sage incarné derrière celui qui pose une parole claire au bon moment, ou encore reconnaître l'archétype de la reine rassembleuse derrière celle qui tisse des liens et fait exister le nous, reconnaître le roi structurant derrière celui qui sait poser un cadre juste et tenir une vision, ou encore à contrario la reine blessée, derrière celle qui cherche à tout harmoniser, parfois au prix d'elle-même, le guerrier loyal derrière celui qui monte au front dès qu'il y a un conflit, ou bien le sauveur épuisé derrière celui qui veut régler tous les problèmes à la place des autres, l'exploratrice joyeuse derrière celle qui adore apprendre, tester, faire bouger les lignes, ou à contrario l'explorateur frustré derrière celui qui s'ennuie dès qu'une tâche devient trop rigide, ou alors le visionnaire aussi isolé derrière celle ou celui qu'on juge trop perché, mais qui voit plus loin que tous les autres. Ou encore le créateur inspiré derrière celle ou celui qui voit des solutions là où d'autres ne voient que des problèmes. Comprendre les archétypes de ses collaborateurs permet d'éviter les malentendus, de valoriser les forces invisibles et d'accompagner les talents au-delà d'une fiche de poste. Un leader conscient n'est pas un héros infaillible, c'est quelqu'un qui a rencontré ses propres archétypes et surtout ses ombres, car chaque archétype a sa face lumineuse et son versant, si je peux dire, un peu plus ombrageux. Les archétypes sont neutres, ils sont à la fois lumière et ombre, on va dire qu'ils sont les deux versants de la même pièce. Le roi peut devenir un tyran s'il cherche à dominer au lieu de servir, le sauveur peut devenir contrôlant s'il ne laisse personne respirer, le dépendant peut se cacher derrière une posture d'humilité, le sage peut devenir manipulateur s'il oublie la responsabilité de sa parole.
Ce qui est important, c'est de reconnaître quand on agit depuis l'ombre et choisir de revenir à la lumière de l'archétype. C'est une forme de leadership profond, éthique et transformatif. Les archétypes ne vous enferment pas dans un profil, ils vous aident à comprendre ce qui cherche à vivre en vous et comment cela peut devenir une force au service de votre travail, de vos relations, de votre vie privée et de vos choix dans toute votre vie. Au fond, ce qu'on cherche à peu près tous, sauf exception, ce n'est pas d'en faire plus, c'est de faire juste. Juste pour soi, juste pour le monde, et juste à l'endroit où on est à ce moment-là. Ce n'est pas tant la performance en elle-même qui épuise, parce que ça peut être très galvanisant, mais c'est de performer contre soi qui devient épuisant. Depuis un rôle qu'on n'a pas choisi, depuis une attente, une loyauté, une peur ou encore une injonction. Il ne s'agit pas de tout remettre en question d'un coup, mais de revenir à soi doucement, d'identifier avec honnêteté quel archétype me guide, lesquels ai-je refoulé, lequel serait blessé, lequel me parle à travers mes symptômes, mes lassitudes, mes élans, mes contrariétés ou mes peurs. Et si plutôt que de performer en fonction de ce que l'on croit devoir être, on commençait à agir depuis ce que l'on est vraiment, même si c'est maladroit, même si c'est imparfait, à vivre depuis un archétype reconnu, habité, intégré, à travailler depuis une force intérieure et non une stratégie de survie, à ne plus faire semblant mais à être là, entier, entière, présent, présente, vivant et vivante. Parce que c'est vraiment ça la question aujourd'hui, le thème du moment, je vais dire. Si la vraie performance, c'était de devenir enfin soi-même, sans masque, sans imitation, et avec justesse. Je vous remercie d'avoir partagé ce moment d'exploration avec moi, j'ai hâte de vous retrouver très bientôt, et aussi de vous en dire davantage sur le livre que je suis en train d'écrire, un ouvrage profondément ancré dans tout ce que je viens d'évoquer. Il parlera lui aussi des archétypes, mais sous un angle vivant, symbolique et incarné. Et pour celles et ceux qui passent des examens en ce moment, je vous souhaite beaucoup de courage, de concentration, de confiance et de réussite. Vous pouvez retrouver sur ma première chaîne YouTube, qui sera en lien dans la description, plusieurs relaxations guidées et des outils de sophrologie pour vous aider à traverser cette période. C'est des outils qui sont des vrais appuis pour retrouver le calme, souffler, respirer et s'ancrer. Et ne pas être stressé au moment de l'examen ou à son approche. Donc je vous souhaite d'aller explorer ça si vous en avez besoin. Je vous souhaite de tout cœur la réussite, non seulement de vos examens, mais de vos projets, mais aussi dans ce qui les porte intérieurement. Et rassurez-vous, je reste avec vous en juillet et août, car l'exploration de la psychologie analytique ne prend jamais de vacances. Merci pour ton écoute, on se dit à très bientôt, et n'oublie pas, raconte-moi tes rêves, et je te dirai qui tu es.